Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde autour de la santé en entreprise. Nous organisons cette table ronde pour le Club des experts et indépendants à HEC et aussi Paris Télécom Santé. Donc, j'ai deux intervenants qui sont spécialistes de la santé au travail, qui vont aujourd'hui vous présenter leur témoignage. J'ai d'une part donc Alain Tassi pour le Club des experts et indépendants d'HEC, qui est un spécialiste du retour à l'activité physique dans le cadre du sport en entreprise, et Hervé Bodlock, qui est directeur médical, médecin du travail dans un très grand groupe ici en France. Donc, ils vont se présenter eux-mêmes. Je ne vois plus Hervé à l'écran, par contre. Je vois Olivier à la place. Ah, je suis là, il est là. Je suis là. Ouais, tu es là parce que je suis là. Je te vois plus. D'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter leur témoignage. Vous pourrez interagir avec des commentaires sur Zoom et mettre des petites mains, etc. C'est Marie-Josée qui va m'aider dans la gestion de vos commentaires. À l'issue de la présentation, il y aura 15 minutes de questions-réponses pour que vous puissiez interagir avec nos deux invités d'aujourd'hui. Et bien sûr, il y a Eric qui m'aide à organiser cette super conférence, comme à chaque fois. Donc, merci beaucoup, Eric. Voilà. Donc, Alain, je te laisse commencer. Expliquer un petit peu le plan prévention santé, pourquoi il faut agir maintenant. Alors, Pourquoi il y a une urgence, en fait. Oui, on peut rappeler juste un peu l'historique de la démarche qu'on a eue. En fait, depuis le premier jour de confinement, on se réunit tous les jours pour analyser la situation et pour voir quels sont les éléments pratiques ou pratiques que l'on peut mettre en place pour préparer le futur. On a déjà fait une première conférence qui a permis de mettre en évidence qu'on avait trois pieds qui étaient importants. C'était un, la transition digitale, où tout le monde s'est trouvé dans le confinement avec une transition digitale forcée. Hein. Et un deuxième pied qui était la communication, et on pense qu'il était absolument indispensable de communiquer, que les entreprises communiquent. Et troisièmement, il y a cet aspect santé, puisque aujourd'hui, on peut dire que contrairement au discours guerrier qui avait lieu au début, on n'est pas du tout dans le cas d'une guerre, puisque le tissu productif, les infrastructures de production sont toutes là. Il n'y a pas eu de casse à ce niveau-là. On ne t'entend plus, Alain. Alain. Les femmes qui constituent l'entreprise. Donc, on peut dire que le confinement, la séance d'aujourd'hui, elle s'attache sur ce dernier point, qui est qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'on sorte de manière positive de ce confinement avec les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise. Donc, sur l'impact, je pense que Hervé, tu peux commenter sur l'impact et je commenterai après la transformation digitale, le bouleversement du marché. Oui, ok. Merci Alain. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Hervé Bodlock et alors, effectivement, je suis directeur médical dans un grand groupe et médecin du travail, mais je voulais juste dire en introduction que je m'exprimais aujourd'hui juste en mon nom et pas au nom du groupe pour lequel je travaille. Donc sur l'impact du confinement, donc, effectivement, clairement, là, il y a eu une modification des habitudes de vie avec le fait qu'on soit confiné chez soi, donc on sort moins, on n'a plus la capacité d'avoir accès à une restauration collective. Donc, ce qu'on craint, et en tout cas les éléments qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment ces éléments de sédentarité qu'il faut, si on peut, adresser dès maintenant, c'est plutôt pas mal, mais éventuellement adresser à la sortie au moment du déconfinement. Et puis des éléments d'impact nutritionnel qui vont être vraiment différents, des éléments également en termes de santé mentale, il va y avoir probablement des impacts. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il va falloir tenir compte de tout ça pour envisager après un plan de prévention, en tout cas un plan de déconfinement,
à partir donc du 11 mai, mais qu'il va falloir bien évidemment travailler en amont. Et il va falloir donc, encore une fois, adresser ces différents déterminants d'impact du confinement pour pouvoir avoir une reprise qui soit efficace, rapide et du coup utile pour l'entreprise. Donc sur l'impact du confinement, merci. Sur la transformation digitale, en fait, il y a plusieurs paramètres sur cette transformation digitale. Il y a le fait que les DSI qui freinaient beaucoup de télétravail, ils étaient un élément qui faisait que c'était très compliqué. En une semaine, tout ce qui était très compliqué a été levé. Et toutes les entreprises, une grosse partie des entreprises, ont mis une grosse partie de leur personnel en télétravail, au détriment peut-être de la sécurité informatique, hein, il faut bien l'avouer. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ça, c'est que ça va avoir une autre conséquence, c'est qu'on peut penser qu'il y aura deux catégories de personnel. Il y a ceux qui sont en télétravail forcé et qui globalement marchent au ralenti. Et puis, on a une autre partie de la population qui, au contraire, vient de se rendre compte que le télétravail peut être beaucoup plus productif et ils sont, je dirais aujourd'hui, très contents et ça tourne plutôt pas mal dans ce mode dégradé de télétravail. Et là, en fait, il va se poser le problème du retour au travail et on est persuadé que l'ancien modèle dans lequel on travaillait ne pourra plus s'appliquer comme il s'appliquait avant. Et donc là, on va avoir une modification des organisations d'entreprise et je pense que la résistance au changement n'est pas la bonne solution. Après, on va avoir un bouleversement du marché. Pourquoi bouleversement du marché? Parce que les entreprises aujourd'hui subissent une crise qu'elles n'avaient pas anticipée, ni au niveau organisationnel, ni au niveau de leur business plan. Donc, on va avoir cette crise du marché. Et cette crise du marché peut avoir un impact aussi au niveau du personnel, parce qu'on va être désolé, mais il va y avoir de la casse. Et en fait, ça va être le moment où les gens qui vont avoir du mal à se remettre au travail risquent d'être restés sur le bord de la route. Et enfin, l'analyse que l'on fait sur l'année 2020, c'est qu'aujourd'hui, tout est à l'arrêt, l'année est perdue, mais on va quand même avoir en fin d'année un rush qui va s'annoncer, puisque tout le monde va essayer de rattraper, plus bon an, mal an, les quelques points qu'ils peuvent gagner et pour sauver cette année et ensuite mettre sur orbite l'entreprise pour l'année 2021. Et là, on peut anticiper que c'est surtout au niveau du middle management d'ailleurs, qu'on va mettre une pression considérable sur les personnes productives et on entrevoit qu'il risque d'y avoir un certain nombre de burn-out en fin d'année et un absentéisme qui touchera en particulier les entreprises qui n'auront pas pris le soin de mettre leur personnel au centre de leurs préoccupations dès aujourd'hui. Eh bien, donc, on se rend compte effectivement qu'il va y avoir un impact réel donc, sur les collaborateurs, notamment, principalement, et il va vraiment falloir prendre soin d'eux. Donc, mince, ça ne marche plus. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir prendre soin des collaborateurs qui sont si fortement impactés à divers niveaux, comme vous étiez en train de le rappeler tout à l'heure? En agissant maintenant, on fait comment en fait? Alors, comme je le disais, on peut capitaliser, et on doit capitaliser sur la transition digitale et sur l'organisation de l'entreprise. Donc là, pour pouvoir passer cette crise, la recommandation, c'est quand même de mettre une organisation spécifique directement rattachée au président de l'entreprise, enfin au décideur, qui va pouvoir casser un peu les hiérarchies, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tout le modèle doit être réinventé et être mis en place. Donc, la recommandation au niveau de ce qu'on peut entrevoir, c'est
c'est de dire capitaliser sur cette évolution de votre société dans le monde digital et mettez en place une organisation qui permettra d'aller chercher les compétences et le savoir-faire acquis pendant cette transition à tous les niveaux de l'entreprise. Ensuite, évidemment, on est, même si je n'aime pas le mot, on est quand même un peu en crise. Donc, il y a une problématique de communication et cette communication, elle doit absolument être rassurante. Et ça, c'est un des problèmes de fond, c'est que cette communication doit permettre de rétablir la confiance. Et ce mot de confiance, il est très important. Parce que la confiance, il va falloir évidemment la maintenir auprès des clients, puisque c'est eux qui vont vous faire le chiffre d'affaires. Mais il va falloir aussi l'avoir auprès des fournisseurs. Et aujourd'hui, en fait, la supply chain étant à l'arrêt, eh bien, les fournisseurs, ils vont livrer les entreprises en qui ils ont confiance. Et confiance parce que c'est bon pour leur business et confiance parce qu'ils seront payés. Il y a quand même pas mal de gens qui aujourd'hui craignent les impayés. Et donc, l'entreprise doit donner confiance à ses fournisseurs. Ensuite, il y a une confiance qu'il ne faut pas oublier, c'est la confiance envers les actionnaires. Parce qu'on voit toutes les annonces de la BPI qui, après avoir fait des aides, des emprunts, enfin, des aides au crédit, etc. Là, aujourd'hui, on a même l'État qui risque de devenir banquier. Eh bien, le problème, là, la BPI est en train d'envisager de rentrer et d'aider les entreprises au niveau des capitaux par des obligations convertibles. Vous avez drôlement intérêt, quand vous êtes entrepreneur et chef d'entreprise, que vos actionnaires vous fassent confiance, parce que ça va changer complètement les équilibres capitalistiques de l'entreprise. Donc, il y a ce troisième pied de la confiance qu'il faut absolument rétablir par une communication adaptée. Et enfin, il y a une confiance vis-à-vis des personnels. Vous allez avoir besoin absolument que l'ensemble du personnel adhère à l'entreprise et se mette en ordre de bataille pour le dernier trimestre. Et là, on a quand même un risque pénal, puisque c'est à l'entreprise de garantir la santé de ses salariés. Et avec le déconfinement à marche forcée, eh bien, on peut penser qu'il risque d'y avoir un vrai problème pour certaines entreprises pour lesquelles le personnel n'adhérera pas au plan. Et là, je pense qu'Hervé a plus de recul que moi sur ce sujet. Oui, merci Alain. Alors, je pense qu'effectivement, ce plan prévention santé, c'est vraiment très important. Bon, le coronavirus, c'est une crise au départ sanitaire, médicale, mais qui est en train de se transformer, on le voit tous, en crise économique et sociale. Mais c'est important, effectivement, lors de la reprise, quand il y aura le déconfinement à partir du 11 mai, que les salariés soient absolument rassurés, tu parlais de la confiance, et soient certains qu'ils courent aucun risque en venant au travail. Sans ça, on va avoir affaire à de l'absentéisme ou peut-être des postures un petit peu de désengagement de collaborateurs. Donc moi, ça me paraît important que vous structuriez déjà un plan de prévention santé maintenant en anticipation du 11 mai, en contactant quand même, en faisant aider, je vous conseille quand même de vos services de santé au travail avec lesquels chez lesquels vous êtes adhérents. Mais de manière schématique, ce plan de prévention santé, il devra quand même comprendre des mesures barrières renforcées, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a le déconfinement que malheureusement on pourra se serrer la main ou être trop proches les uns des autres. Donc il faudra vraiment insister sur le lavage de mains en termes de mesures barrières qui restent très importants, donc de manière régulière, c'est-à-dire quand on arrive le matin au travail et puis après, alors l'OMS conseille toutes les heures, bon, il faut que ce soit l'objectif, en tout cas de le faire assez régulièrement. Et puis, la distanciation sociale qui va rester une mesure phare. On voit dans tous les pays qui ont déconfiné avant nous, notamment en Asie, où ils ont conservé quand même des dispositifs de distanciation sociale qui sont assez forts. Donc, ça veut dire que concrètement, il y a peut-être un certain nombre d'entreprises qui vont pouvoir fonctionner assez facilement parce qu'il n'y aura pas de réflexion à avoir sur une réorganisation du travail, mais d'autres entreprises où il va falloir repenser ça. Comment est-ce que je peux continuer mon activité correctement tout en assurant ces mesures barrières et ces mesures de distanciation sociale. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est important de contacter votre service de santé au travail local qui peut vous aider, qui peut même venir dans votre entreprise en tout cas, vous pouvez leur demander pour venir voir concrètement comment vous êtes organisé.
Donc ça, c'est le premier point. Après, ça me paraît important aussi que vous puissiez réfléchir dès maintenant à un protocole de gestion de salariés qui seraient suspects de Covid. C'est-à-dire, je suis dans mon entreprise, j'ai un salarié qui tout d'un coup se met à tousser, a de la fièvre, se sent pas bien. Ben, qu'est-ce que je fais? Qui je contacte? Comment ça se passe? Comment j'organise un petit peu cette gestion avec les sauveteurs secouristes du travail, notamment quand j'en ai dans mon entreprise. Donc, tout ça, c'est un protocole qu'il faut bien sûr prévoir avant. Ça paraît important aussi que vous le validiez avec votre service de santé au travail. Et puis, après, se pose aussi une question importante en termes d'activité, parce que l'idée étant quand même, à partir du déconfinement, de redémarrer le plus rapidement les activités dans les entreprises. Donc, se pose la question des personnes qu'on appelle dites sensibles. Donc, vous avez dû voir qu'il y avait une liste de personnes, enfin de pathologies qui rendaient les personnes plus sensibles au coronavirus, avec un risque accru de décès, pour se parler franchement. Et ces personnes peuvent bénéficier pour l'instant jusqu'à la fin du confinement d'un arrêt maladie en se signalant. En fait, elles peuvent rentrer leur identité sur le site de l'assurance maladie. Pour l'instant, il n'est pas très clair pour savoir si ce dispositif il va perdurer après le confinement ou s'il va s'arrêter au moment du confinement. Bon, le gouvernement n'a pas donné d'informations à ma connaissance là-dessus, mais je pense que quelle que soit la position du gouvernement, c'est important quand même aussi, là encore une fois, de vous rapprocher de votre service de santé au travail local et de voir avec lui comment envisager la question de ces personnes sensibles. Est-ce qu'il faut leur proposer des mesures peut-être renforcées, notamment est-ce qu'il faut leur proposer de porter un masque? Ça peut être des questions qui se posent. Si c'est des personnes qui étaient en contact avec la clientèle, par exemple agent d'accueil, est-ce que ça peut être repensé de manière un peu différente? Enfin, il y a vraiment une réflexion à avoir, je pense, pour anticiper au mieux ces circonstances. D'autant que, Hervé, excusez-moi, mais ces populations sensibles, elles représentent combien à peu près sur une masse salariale? C'est un tiers, c'est un quart en général? Parce Ouais, qu'il c'est y a une vraiment. question aussi Ouais. sur les familles de mémoire. Oui, c'est ça. Alors effectivement, c'est vraiment difficile à estimer parce qu'on peut avoir un arrêt maladie parce qu'on est personne sensible. Donc, lorsqu'on on a une pathologie qui rentre dans une liste, hypertension, diabète, etc., il y a d'autres pathologies. Et aussi, si on vit avec une personne qui est personne sensible. Donc, quand son conjoint est une personne sensible, on peut avoir un arrêt maladie. Donc, ça peut faire du monde. Effectivement, alors ça dépendra des entreprises, bien sûr, mais on peut arriver à plusieurs dizaines de pourcents d'absentéisme rien que sur ces créneaux-là. Si vous rajoutez les gens qui sont arrêtés pour garder leurs enfants, ça peut faire des masses tout à fait significatives de personnes. Donc, c'est vraiment des choses, je pense, importantes à anticiper. Ensuite, peut-être un mot rapide sur la possibilité d'avoir des masques. Vous avez entendu aussi que le président de la République a suggéré ou a dit qu'en tout cas, il fallait qu'on porte des masques, notamment dans les transports en commun. Bon, alors c'est important aussi de voir qu'il y a une nouvelle catégorie de masques qui est sortie, si je puis dire, en tout cas qui a été considérée comme telle par le gouvernement. Ce sont les masques qu'on appelle les masques non sanitaires. Donc, c'est des masques, en fait, les masques en tissu qui existent depuis le début de la crise, mais là, ils ont trouvé une légitimité particulière parce que l'AFNOR a établi une spécification donc particulière pour sa fabrication, et le gouvernement a référencé les entreprises qui sont fabricants de ces masques et qui donc remplissent toutes les conditions de normes qualitatives, etc. Donc ça, c'est des masques qui peuvent être portés par l'ensemble des collaborateurs quand c'est hors secteur médico-social. Quand c'est des médecins, des infirmiers, c'est des masques particuliers, mais pour tout ce qui est secteur hors médical, ça peut être porté donc dans les transports en commun, et pourquoi pas aussi pour limiter quand même les contaminations, envisager de faire porter ces masques dans les entreprises. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Encore une fois, si on essaie de regarder ce qui s'est fait de manière positive en Asie, on a l'impression que le port du masque, quand même de manière assez généralisée, a été un des facteurs qui leur ont permis de gérer la crise avec un certain succès. Donc voilà ce que je voulais dire sur vraiment, je pense que c'est important de structurer un plan de prévention santé en prenant en compte les mesures barrières, en réfléchissant sur les personnes qui sont fragiles, conjoints de personnes fragiles, et en réfléchissant donc sur l'éventualité de proposer des masques sur la journée de travail. Très bien. Merci. Pardon ? Sur les masques, moi j'ai eu une information hier qui est assez déroutante. Il y a plus de 1000 entreprises chinoises qui produisent des masques aujourd'hui. Et sur ces 1000 entreprises chinoises, il n'y en a que 20 qui livrent des masques qui sont conformes aux normes européennes. Donc, on est dans un monde, et les masques leur prix ont explosé parce que tout le monde se les pique.
Maintenant, Hervé, la norme AFNOR, est-ce que tu sais s'il y a des entreprises, s'il y aura un label? Alors, je ne sais pas s'il y aura un label. Je sais que voilà, certaines entreprises, encore une fois, ont été référencées par le gouvernement comme respectant. Alors, c'est une spécification AFNOR, en fait. Alors, je ne suis pas spécialiste en normes, mais je crois que c'est un petit peu différent. Mais ce qui est important de retenir, c'est surtout par rapport à ce que tu disais, Alain, c'est que ces entreprises qui ont été référencées par le gouvernement sont bien sûr des entreprises françaises, enfin basées en France en tout cas. Donc, ça évite tous les problèmes d'approvisionnement qui viennent de Chine. Et voilà, et Dieu sait si c'est compliqué en ce moment, voilà, tout ce qui est la logistique, la supply chain. Et en plus, ce sont des masques qui sont réutilisables, donc en termes de sustainability, c'est aussi quand même mieux. Et ça répond donc quand même à une spécification AFNOR voilà, qui est quand même qui a pignon sur rue. Donc je pense que ça, c'est vraiment une piste intéressante. Et du coup, le gouvernement avait vraiment créé cette catégorie de masques justement pour répondre à ces deux écueils de supply chain de masques en provenant d'Asie et puis parfois effectivement de qualité qui peut ne pas être toujours au rendez-vous. Ok, donc on se rend compte que bon, ça va être quand même un petit peu compliqué au niveau de la gestion des personnels pour le retour, même si on commence à anticiper, même si voilà, on va mettre en place des protocoles, etc. Donc, est-ce qu'on peut essayer de voir dans le détail en fait les temps forts de ce retour avec un plan santé, comment ça peut s'organiser? Je pense, Alain. je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, il est on a plein de choses à faire dans l'entreprise pour préparer le déconfinement. Je pense qu'Hervé ne me dira pas le contraire. Il ne faut surtout pas attendre. Parce que, je dirais, le plan santé, il va falloir qu'il ait une consistance écrite. Enfin, normalement, l'entreprise doit évaluer les risques et doit pouvoir les discuter avec les représentants du personnel. Hein. Le document d'évaluation des risques que normalement toutes les entreprises doivent faire, il faut le réécrire, à mon avis. Il faut le reprendre à zéro. Il faut surtout l'échanger avec vos représentants du personnel. Parce que sinon, après la crise, quand les choses se remettront à la normale, et si par hasard il y a des problèmes, appelons un chat, si vous avez des décès dans votre entreprise, les familles pourraient poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter ces décès? C'est horrible ce que je dis, mais c'est quand même un risque non négligeable que prend le chef d'entreprise. Donc l'importance absolument vitale, à mes yeux, qu'avant le 11 mai, vous ayez dans votre entreprise un plan écrit et discuté. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Et puis, à partir du 11, vous pouvez déjà, dès aujourd'hui, proposer des choses à vos salariés, même si vous êtes à distance. Alors, ça peut être des contacts, ça peut être des réunions, et puis, moi, par exemple, ça peut être des programmes sportifs que l'on peut faire. Et tout ça, on peut le faire dès maintenant. Et alors, après, à partir du 11 mai, là, on va rentrer dans l'opérationnel. Et là, il va falloir que l'entreprise soit en ordre de bataille. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure de mettre en place une organisation qui identifie les personnes clés et qui va permettre de faire cette transition. Alors, une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que le télétravail, en fait, je pense que les entreprises ont tout intérêt à le prolonger. Parce que les règles de distanciation font que on sera peut-être très content d'avoir moins de personnes sur un même plateau dans l'entreprise. Donc, aussi bizarrement que cela paraisse, beaucoup d'entreprises risquent de dire vous étiez en télétravail, restez en télétravail au moins jusqu'à juillet. Et ça, c'est un point qu'on n'avait pas forcément anticipé. Et je pense que les entreprises ont tout intérêt à prévenir leurs salariés qu'ils resteront en télétravail. Et je ne sais pas, Hervé, si tu es d'accord avec moi, mais c'est un bon moyen pour passer la crise.
Si, oui. Alors, bien sûr, ça fait partie des mesures de dédensification sur les sites, hein. Donc, les murs n'étant pas extensibles, le mieux, si on veut dédensifier, c'est que quelques collaborateurs ou certains collaborateurs restent en télétravail. Donc, ça, je pense que c'est vraiment, ça fait partie, effectivement, des éléments intéressants. Après, ça va être un challenge, c'est ce que tu notes là sur la slide, sur le rush en fin d'année. Et effectivement, entre le 11 mai et la fin d'année, ça va être sur la partie santé mentale. Je vois que ça fait partie d'une question qui est posée sur le chat. Il va probablement y avoir dans les entreprises qu'on voit, c'est qu'il y a des services qui sont un petit peu surchargés en ce moment et avec des difficultés quand même à travailler avec la crise. Et puis peut-être d'autres collaborateurs qui, eux, seront un peu plus en sous-charge. Donc, ça va être aussi un challenge, je pense, de garder une certaine cohérence dans les équipes, un certain engagement des gens qui ont beaucoup travaillé pendant la crise et qui, une fois le déconfinement engagé, on va leur demander de travailler encore plus. Donc, effectivement, ça va être compliqué de garder le rythme sur l'ensemble de l'année. Et de garder une cohérence d'équipe malgré les difficultés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il faut peut-être aussi anticiper, mais c'est compliqué parce que vous avez pu constater que cette crise, elle évolue quand même de manière très, très rapide, on en apprend presque tous les jours, et il faut donc pouvoir s'adapter et être agile en termes de prévention. C'est pour ça que ce plan de prévention, ce plan de reprise, il doit être structuré, effectivement discuté, comme tu disais Alain, mis en place de manière opérationnelle le 11 mai, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à le retoucher, à le réécrire si besoin, à le réévaluer régulièrement en fonction de l'évolution de la crise entre le mois de mai et puis la fin de l'année et même les années qui viennent. Ok, merci. Donc, Alain, est-ce que tu peux nous parler plus en détail d'un plan prévention santé, justement, qui pourrait notamment être mis en place déjà assez rapidement pour le retour à l'activité, justement pour essayer de préparer un peu ces populations qui, pour la plupart, sont sédentaires à la maison. Et voilà, quoi. Même si elles télétravaillent, bon, c'est pas idéal. Donc, comment les mettre voilà, sur les rails pour leur démarrage quand ça redémarrera? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton plan santé? Tu m'entends plus? Alain? Ah, Ouais, je crois que son image est Les flashs d'air figée. maintenant. Ouais, on a perdu Alain. on a perdu Alain. Alain? Peut-être Hélène, tu veux que je réponde? J'ai vu qu'il y avait des questions sur la partie médecine du travail en attendant qu'on retrouve Alain. Oui, alors attends, je ne regardais pas les questions. Il y avait une question. Ouais. Tu peux passer les questions à Hervé le temps que… Oui, alors il y a une question, c'est… Ouais, il y a une première question. Le rôle de la médecine du travail va Voilà. être modifié à partir du retour au travail, donc en termes de moyens, fréquence de visite, etc. Alors tout à fait. Et en fait, il est déjà modifié à partir de maintenant parce qu'il y a une ordonnance qui est sortie du gouvernement il y a une dizaine de jours et le décret d'application la semaine dernière, où en fait les services de santé au travail sont autorisés à repousser les visites qui sont considérées comme non essentielles. Alors par non essentielles, on entend sur des postes qui n'impliquent pas de problèmes de sécurité, par exemple sur des postes de caristes ou autres. Là, il faut que les visites continuent à se faire, mais sur les visites notamment périodiques, alors il y a toute une liste, hein, je ne vais pas vous détailler, mais les visites périodiques de gens, de collaborateurs par exemple dans le tertiaire peuvent être repoussées jusqu'à la fin de l'année. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que le service de santé au travail, justement, puisse se dégager un maximum de temps pour aider les entreprises à gérer le retour au travail, à gérer la partie sanitaire de la crise. Donc, raison de plus pour ne pas hésiter à solliciter votre service de santé au travail pour vous aider sur toutes ces mesures sanitaires et ce plan de reprise. Ok, il y a une autre question. Merci. Il y a une autre question. À quel moment proposer des programmes de prévention santé mentale pour éviter des burn-out en Q4? Q4, ouais. Alors, bon, c'est bien d'avoir un programme de prévention santé mentale de manière globale et générale avant la crise quand même. Maintenant, si on est dans une entreprise qui n'avait pas forcément mis l'accent sur ce risque-là, je pense qu'il faut, voilà, dès le retour, c'est-à-dire dès le mois de mai-juin, alors bon, peut-être pas la première semaine, parce que là, ça va vraiment être le rush, mais assez rapidement, alors, quand on dit proposer un programme de prévention, je pense qu'il faut déjà
partir sur une petite évaluation à minima, d'essayer de voir encore une fois où sont les secteurs qui vont être en tension, quels sont les leviers qu'on peut mettre en œuvre pour éviter ces tensions. Donc il y a des tests, des grilles d'évaluation qui se trouvent sur des sites comme l'INRS, qui sont très, très connus, qui sont très bien. Encore une fois, je ne fais pas d'action là-dedans, mais vous pouvez vous faire aider de votre service santé au travail aussi, qui peut vous aider si vous n'êtes pas spécialiste de programmes de prévention santé mentale. Et quand vous avez identifié du coup les points faibles sur certains secteurs ou certaines typologies de personnes, à ce moment-là, je pense qu'il faut mettre en place les programmes de prévention rapidement. Moi, je dirais dès le mois de juin, il ne faut pas hésiter à y aller. Mais Hervé, quand on parle de programme de prévention, là, on parle de santé mentale en particulier, mais de santé tout court, on pourrait dire, parce que le fait, on en avait parlé en préparant donc cette conférence, le fait d'être en télétravail en soi, même si voilà, on produit, on travaille, n'importe, on est chez soi, donc les habitudes sont différentes. Tu avais justement relevé, enfin, tu m'avais fait remarquer, il y a des habitudes différentes en termes voilà, de nutrition, de sédentarité, etc. Et du coup, en plan de santé en général, déjà, prendre soin de ses collaborateurs avant le retour et pour le retour, hein, pour qu'ils soient plus efficaces au retour. Ça se passe à plusieurs niveaux. Tu m'avais dit il y a l'ergonomie, il y a la nutrition, il y a le sport, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça parce que tout ça participe à la santé mentale de toute façon. Bien sûr. Alors effectivement, même avant le retour, on peut d'ores et déjà proposer, alors à distance, c'est pas simple, mais ça existe, des programmes de prévention sur les principaux facteurs là, qui sont, encore une fois, mis en tension là, lors du confinement. Voilà. Une des choses qui peuvent être faites, ça peut être la nutrition, parce que souvent, là, les gens, ils ont des horaires peut-être un peu différents. Voilà. Certains avaient des cantines collectives, là, ils n'en ont plus. Le fait aussi que c'est un peu plus compliqué d'aller faire ses courses avec le confinement, il y a quelques produits qu'on trouve un peu moins facilement. Donc, ça peut être bien, effectivement, de proposer un programme nutrition déjà dès maintenant. Il y a des sites qui le font très bien. Il y a le site du gouvernement qui s'appelle mangerbouger.fr qui propose des programmes justement spécifiques là-dessus qui sont vraiment intéressants. Donc parce que l'idée étant pas bien sûr que chaque entreprise recrée tout de zéro. Et ensuite, oui, il y a la problématique de l'ergonomie, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en fait, ce confinement, il s'est fait un petit peu quand même dans la rapidité. Dans l'urgence, voilà, c'était logique. Et du coup, il y a quand même un certain nombre de collaborateurs qui sont repartis quasiment d'une heure à l'autre avec leur ordinateur sous le bras, sans avoir forcément de place à la maison, de lieu spécifique. Donc, ça peut être bien aussi de rappeler, là même à distance, tous les principes d'ergonomie, comment on s'assoit derrière un ordinateur, quand est-ce que je fais des pauses, etc. Tout ça, c'est important pour éviter quand même les troubles musculo-squelettiques et de pouvoir récupérer des salariés aussi en bonne forme au moment de la réouverture des usines. Donc ça, c'est important. La partie, effectivement, activité physique, elle est valable à chaque fois parce que là, on est un peu plus limité aussi dans nos mouvements du fait du confinement, encore une fois. Donc, c'est bien peut-être de proposer des programmes d'activité physique. Donc, je sais qu'Alain, lui, est vraiment quelqu'un qui a beaucoup investigué cette question. Mais voilà, il peut y avoir effectivement déjà beaucoup de choses là qui peuvent être poussées en vous appuyant, encore une fois, sur les sites du gouvernement. Donc, sur la nutrition, ça peut être le site mangerbouger.fr. L'ergonomie, ça peut être le site de l'INRS. Enfin, il y a plein de choses qui ne nécessiteront pas beaucoup de temps de travail et que vous pouvez pousser auprès de vos salariés assez facilement là, actuellement. Oui, puis d'une certaine façon, ça montre aussi aux salariés que l'entreprise s'intéresse à lui, fait attention à lui aussi, enfin, d'une certaine façon, qu'elle est assez résiliente malgré les difficultés financières auxquelles elle va faire face, etc., etc., je pense. Ouais, moi je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, si j'ai une entreprise qui me propose des programmes de prévention, enfin que je suis extrêmement actif là-dessus, sur un programme encore une fois structuré de reprise du boulot en prenant en compte la santé des collaborateurs, bon, j'aurais quand même plutôt confiance aussi dans sa capacité de résilience globale et notamment commerciale, économique. Et je pense que ça, c'est un message très fort parce qu'au-delà de ça, bon, d'avoir des collaborateurs qui reviennent, c'est une chose en bonne santé. Mais l'idée étant que non seulement ils reviennent et en bonne santé et qu'ils soient engagés et que tout de suite, dès le 11 mai, tout le monde se remette à travailler et mettre les bouchées doubles et vraiment envie de bosser et vraiment confiance dans l'entreprise. Une vraie cohésion, en fait. Voilà, confiance dans les conditions sanitaires, que les gens ne viennent pas à reculons. Ça, c'est vraiment, vraiment important, je pense, de communiquer. Et pour ça, il faut le préparer maintenant. C'est ça vraiment l'idée, c'est vraiment d'être en anticipation. Et bien sûr, de ne pas attendre le 11 mai, le retour des collaborateurs en disant, bah voilà, bon, bah maintenant, on reprend. C'est dommage, quoi. Je pense qu'il faut vraiment travailler beaucoup en anticipation sur ce sujet.
D'accord. Alors, Deux questions, Hélène, avant que tu reprennes là, parce que si on avance. bah, j'essaye de voir si Alain arrive à revenir à la vie là ou s'il reste caché. Pas de nouvelles pour l'instant. Il y avait une question concernant en fait les Là, TPE. je suis revenu. Ah, parfait. Ah, Et là, Parfait. Je me suis mis en 4G. Je me suis mis en 4G parce que la box, le Free, ça marche pas. d'accord. On d'accord. est en train de faire des questions et après on va basculer, bah, justement, puisqu'on était en train de parler de prendre soin vraiment des collaborateurs et de déployer des plans prévention santé autant que possible pendant cette période de confinement avant le 11 mai. Donc, après les deux questions que Marie-Jo va faire passer là, tu voudras bien nous présenter justement ce que tu as pu faire dans le 92 avec la CPAM comme plan de retour à l'activité. Hein, tu nous présenteras ça tout à l'heure. OK? Tout à Dans fait. 2 minutes, Ok. là, on fait deux questions. OK? Voilà, donc juste deux petites questions. Il y en avait une qui concernait en fait le plan de reprise. Est-ce qu'il est utile pour une TPE de 5 personnes ou bien du bon sens suffit? Alors, il y a deux niveaux de réponse, hein. Le premier niveau de réponse qui est un niveau de réponse un peu réglementaire, c'est-à-dire qu'effectivement, normalement, dans le document unique d'évaluation des risques, quand il y a un nouveau risque qui arrive, même si ce risque-là, il n'est pas il est vraiment lié à l'entreprise, hein, c'est une épidémie, une pandémie, donc, mais en tout cas, il s'invite quand même dans l'entreprise. Donc, la réponse administrative, c'est oui, il faut quand même officiellement un plan de reprise. Après, c'est sûr que s'il y a 5 personnes, du bon sens suffit. Alors, oui, il n'y aura probablement pas un ouvrage de 5 tomes à écrire, mais il faut quand même, je pense, avoir les grands guidelines en tête, encore une fois, les mesures barrières, la distanciation sociale, qu'on sache un peu ce qu'on fait quand quelqu'un est malade sur le site. Donc voilà, d'adresser quand même ces quelques points fondamentaux et de communiquer, encore une fois, là-dessus, c'est ce qu'on disait, pour donner confiance et que chacun comprenne bien et connaisse bien les protocoles. Et voilà, après, voilà, il faut que ça s'adapte, bien sûr, à la taille de l'entreprise. Et l'idée n'est pas de prendre non plus toutes les ressources dans un plan de prévention qui serait complètement disproportionné par rapport à l'activité ou la taille de l'entreprise. OK. Et la deuxième question, c'était beaucoup d'entreprises ont mis en place un environnement de portes ouvertes pour éviter d'utiliser les poignées, par exemple, de porte, Ouais. etc. Quid des aspects sécurité, idem pour la partie cybersécurité? Alors moi, je ne suis pas spécialiste en sécurité. C'est sûr que oui, si les portes des sièges sociaux sont toutes grandes ouvertes demain, ça va poser des soucis de sécurité. Je pense qu'il faut, comme toujours, il faut essayer de mixer un peu les deux aspects. Bon, l'idée de la porte ouverte étant effectivement qu'on ne touche pas les poignées. Alors ça se fait aussi beaucoup en interne dans l'entreprise, notamment il peut y avoir des portes avant des petits points cafétéria, ce genre de choses. Donc, il y a des choses qui peuvent être effectivement neutralisées sans qu'on ait besoin de toucher les poignets. Après, voilà, je pense qu'il faut bien sûr pas rater l'aspect sécurité. Il faut mixer un peu ces deux éléments. OK. Alain, là, j'ai juste une question qui vient d'être posée et c'est pour, comment dirais-je, faire la transition sur le plan de reprise et ce que tu fais. On demande s'il y a un template général de plan de reprise. Non, je pense pas. Alors moi, je peux peut-être juste apporter un élément, Alain. Là-dessus, en fait, c'est bien aussi de vous rapprocher de vos branches professionnelles. Il y a certaines branches professionnelles qui ont émis justement des guidelines et qui, du coup, en plus, matchent bien avec l'activité. Donc là-dessus, je vous conseillerais, à ma connaissance, il n'y en a pas émis par le gouvernement. Le gouvernement a fait quelques fiches pratiques sur des secteurs type la grande distribution, la livraison. Il y a 3-4 fiches comme ça, la boulangerie, sur ces secteurs-là. Mais par contre, voilà, et c'est relativement soft, mais vos branches professionnelles ont probablement développé des guides ou des guidelines, je pense. OK. Merci beaucoup. Bah, merci On passe beaucoup. Alors, Alain, est-ce que tu peux, en quelques mots, du coup, nous présenter en fait le plan santé retour à l'activité que tu as mis en place, hein, et que tu as développé, que tu as fait, valider par la caisse d'assurance maladie du 92 pour les sorties d'hospitalisation. Est-ce que tu peux nous en parler comme ça, en fait, en nous disant bah, c'est quoi, qu'est-ce que ça représente, comment ça marche? Alors, oui, le plan santé là, que je vais vous exposer, effectivement quelque chose que l'on a réfléchi et mis en place depuis 2017 pour les personnes qui ont une affection de longue durée et qui sortent et qui doivent retourner à une activité normale. Et donc, on a mis en place un programme
sur 3 mois, où ces personnes, eh bien, on les prend deux fois par semaine et on a fait ça comme une formation. Une formation, pourquoi? Parce que, en fait, il est très important que la nutrition et le renforcement musculaire et tout ce qui s'appelle le gainage soient pris en compte en même temps que de travailler le cardiovasculaire, c'est-à-dire la capacité à consommer de l'oxygène. Donc, et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que comme c'était des programmes en groupe, eh bien, on avait un très, très, très fort attachement au collectif. C'est-à-dire que les gens individuellement n'auraient jamais fait ce que l'on a pu faire s'ils n'avaient pas été en groupe. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y avait une personne qui après avoir fait un cancer, a fait ce programme-là. Elle n'avait jamais fait d'aviron, puisque c'est basé sur des machines indoor, hein, des avirons indoor que vous avez sur la photo. Elle n'avait jamais ramé. Elle sort d'un cancer. Eh bien, aujourd'hui, cette dame, en 2020, est vice-championne du monde d'aviron. Et comment ça, et c'est pas sur de la longueur, c'est sur 3 mois, elle a suivi le programme et après, elle a continué. Donc, on a démontré par ce faire que ce programme-là permet de donner de bonnes habitudes aux gens et ensuite, ils continuent. On a un autre exemple qui est plus proche du coronavirus. On avait un monsieur qui était déjà un peu âgé, qui a fait le programme et il prenait de l'oxygène toutes les nuits depuis plusieurs années. Et 1 an après avoir fait le programme, il a continué, parce que c'est ça le but, hein, c'est de remettre les gens à l'activité physique. Et aujourd'hui, il ne prend plus d'oxygène la nuit. Donc, pour le coronavirus, c'est important. Alors, ce qu'on propose aujourd'hui, et c'est ce qu'on a mis en place, c'est que ces machines, elles sont connectées, donc on peut faire du coaching à distance. Et on a cette notion d'équipe, mais chacun chez soi, et on fait le même travail que ce qu'on fait en salle d'habitude, là on le fait à distance. Et ce qui est très important, c'est qu'on a une analyse personnalisée de tout ce que font les gens. Et donc moi, ça me permet d'analyser, mais vraiment dans le détail, la condition physique des personnes avec des informations extrêmement précises sur ce qui s'est passé pendant qu'ils faisaient leur entraînement. Et donc, eh bien, on a une amélioration de la condition physique. Et peut-être le prochain slide. Oui, et en fait, surtout, l'adaptation de ce programme-là permet aux personnels qui sont sédentaires de commencer une activité chez eux avant la date du 11 mai, donc de se remettre en condition physique d'une certaine façon, puisque tu disais que la sédentarité fait que les normes de l'OMS des 10 000 pas par jour, etc., de l'activité ne sont pas remplies. Donc là, d'une certaine façon, ça pallie à ce déficit d'activité. Donc, ça la remet un petit peu plus sur les rails de chez eux. Donc, tu peux les téléguider, chacun de chez eux, mais tous ensemble. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. On est vraiment dans un esprit d'équipe, c'est-à-dire que celui qui ne fait pas l'exercice, les copains le voient, les autres le voient. Et le coach n'a même pas à intervenir. On est tous ensemble, même si on est chacun chez soi, on est tous ensemble et on ne ferait pas ce qu'on fait si on ne savait pas qu'il y avait le regard des autres qui était là. Hein. Donc, et en termes, donc, les bénéfices immédiats hein, qui ont été constatés, notamment parce que ce plan, tu l'as fait valider par la CPAM, mais tu l'as fait aussi avec l'hôpital Foch. Exactement. Quand on a démarré le plan, je travaillais avec le docteur Barisien de l'hôpital Foch, qui fait de la préhabilitation et de la post-habilitation. Préhabilitation pour les gens qui vont se faire opérer et il augmente la condition physique des personnes avant l'opération, si bien que derrière, la convalescence se fait de manière beaucoup plus efficace. Et il m'avait dit, tu verras, tu vas avoir 30% d'augmentation de l'amélioration de la condition physique des personnes. Et je vous avoue humblement, je n'y croyais pas. Parce qu'en 3 mois, avoir 30% d'amélioration de la condition physique, ça me paraissait complètement impossible. Et en fait, si, ça s'est révélé complètement vrai. C'est pour ça d'ailleurs que la Caisse primaire d'assurance maladie continue depuis 2017 à prendre en charge ce programme
pour les personnes qui ont une infection de longue durée. Donc, dans l'entreprise, ce sera pareil. Il n'y a pas de raison. Les personnes qui sortent du confinement, en fait, on pourrait presque dire qu'ils viennent de passer 3 mois à l'hôpital. Parce que… Vous avez hiberné. Ben oui, quand on est à l'hôpital, on n'est pas tout le temps allongé, on peut aussi un peu se balader, mais on est confiné. Et donc, on va avoir le même type de performance. Après, il y a un point très important, c'est qu'on s'est rendu compte sur les personnes qui avaient des indices de dépression importants, et ça a été mesuré par Foch, que ce programme-là permet d'améliorer considérablement l'indice de dépression. Alors, rien de nouveau, on sait que le sport, c'est le meilleur médicament contre la dépression. Donc, on va avoir ça. Donc, on va avoir en Q4, comme je disais tout à l'heure, on risque d'avoir des burn-out. Donc, ça peut être intéressant de les préparer. Et puis, après, il va y avoir un phénomène, on en a discuté avec Hervé, mais c'est le fameux burn-in. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas très sociables et qui ont travaillé chez eux et qui étaient bien tranquilles, dérangés par personne, quand on va les remettre dans l'entreprise, peut-être qu'ils vont se refermer comme une coquille. Et là, c'est très important de leur faire quelque chose ensemble. On a vu à l'hôpital Foch, puisque on a fait une expérimentation sur le personnel de Foch, que pendant le programme, on cassait les silos. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les silos dans l'entreprise, ça va être vraiment ce qu'il faut éviter pour que tout le monde adhère et tout le monde s'en mette au travail. Bon, après, l'absentéisme, on sait que le sport en entreprise, c'est 32% d'absentéisme en moins. C'est considérable. La mairie de Poissy, qui avait libéré ses personnels 2 heures par semaine en l'année 2017, a économisé 3 équivalents temps plein sur l'année pour l'absentéisme. On a des vidéos de Safran qui, en faisant faire du sport tous les matins à leur personnel et en leur faisant gagner des journées de vacances, il y a des personnels qui ont divisé par 3 leur nombre d'arrêts de travail. Donc, on voit que c'est un programme très important. Et effectivement, il est intéressant de pouvoir le démarrer tout de suite. Et si ça peut être fait avant le 11 mai, mais c'est très intéressant de le démarrer début mai, parce que, aussi bizarre que ça paraisse, en 3 mois, on va arriver à septembre. Et dans la période actuelle, il peut être intéressant de libérer 2 heures par semaine pour les personnels pour faire ça. Ce ne sera plus le cas et ce sera beaucoup plus difficile en Q4 quand on sera dans ce fameux rush que l'on peut anticiper. Voilà, donc effectivement, donc ce plan-là, en fait, peut être un des leviers par rapport à ce que disait tout à l'heure Hervé, d'agir en prévention ou en tout cas avant le démarrage déjà du 11 sur l'ergonomie, la nutrition et la santé. Parce que là, effectivement, donc c'est un plan qui est cautionné et fait avec l'hôpital Foch, donc c'est plutôt assez sérieux. Ça change un peu des plans de respiration, pleine conscience ou je sais pas quoi, ou voilà. Donc bon, bah pour ah bah c'était ta dernière slide. Ouais. Donc là, ton plan, il peut démarrer tout de suite maintenant parce que les gens, de toute façon, les rameurs peuvent être livrés, tu peux les téléguider et tout peut être lancé pour justement les faire monter en puissance pour le démarrage. Actuellement, il y a 5 jours de délai de livraison maximum sur ces équipements. Et ce qui peut être intéressant, c'est que l'entreprise cible quelques personnes clés où on sait que voilà, elles vont être mises à dure épreuve. Et puis, une fois qu'on sera déconfiné, rebasculer sur le plan classique qui est proposé avant le Covid, qui était de mettre 10 rameurs dans une salle de 40 mètres carrés, puisqu'on n'a pas besoin de plus de place, et de faire cette animation dans l'entreprise, du sport en entreprise, pour tirer les bénéfices qu'on connaît et qui ont déjà été démontrés. Mais oui, on peut démarrer tout de suite en identifiant des personnes clés et en leur mettant chez eux les rameurs. Aujourd'hui, moi, je coach déjà. J'ai déjà des gens qui sont comme ça et ils me disent tous que ça leur permet de travailler, de mieux travailler en télétravail et ils sont, je dirais au niveau moral, au niveau physique, bien évidemment, les bénéfices sont énormes, mais au niveau moral et au niveau pour supporter
le confinement, tous ceux qui sont dans mon programme là disent qu'ils n'ont pas de problème de morale. D'accord. Merci beaucoup, Alain. Donc, ben, je ne vois plus Hervé, donc je ne sais pas si il est toujours en ligne quelque part. Je pense qu'effectivement, enfin, tout ce sujet de l'état d'esprit des personnels, de cet impact très, très important, donc de l'isolement sur les personnels, etc., a été couvert. Je voudrais savoir si il y a des questions qui restent en suspens à adresser à Alain ou à Hervé. Oui, j'ai deux questions là, Hélène. Alors, j'en ai une première. Donc, au moment de la reprise, faut-il fermer les restaurants interentreprises parce qu'il va être difficile de gérer les roulements pour conserver les distances obligatoires? Oui, là, on a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet et le sujet, il est encore plus prégnant dans les écoles parce que les élèves vont retourner à l'école et que la cantine est un vrai sujet de préoccupation aujourd'hui. Je ne sais pas si les directives ne sont pas sorties. Normalement, le gouvernement planche sur, les recommandations, puisque là, au niveau des écoles, c'est forcément le ministère qui va donner les recommandations. Et je pense que ces recommandations-là vont quelque part s'appliquer aux restaurants interentreprises. Je ne vois pas pourquoi on aurait des règles différentes. Mais aujourd'hui, on est dans le flou. Ok, merci Alain. Et une autre question, en fait, à partir du 11 mai, un salarié peut-il exiger de travailler en télétravail? Alors, je ne sais pas si Hervé est encore là. Non, apparemment non. Moi, je n'ai pas l'impression. Non. Alors, la réponse est officiellement non. C'est-à-dire que l'entreprise peut exiger que la personne revienne au travail. La loi s'est dit ça. Par contre, dans la pratique, comme on a vu tout à l'heure, que les règles de distanciation sociale vont devoir s'appliquer dans l'entreprise, parce que ça, par contre, le gouvernement l'a déjà dit, et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont anticipé et ils ont donné un mois avant le déconfinement pour que les entreprises se mettent en ordre de bataille. Si le collaborateur fait bien son job et que la tâche est remplie, je ne vois pas, au moins pendant la période de déconfinement, l'entreprise pouvoir exiger que la personne revienne. Après, on va avoir un phénomène, mais ça, on sent qu'il y a certaines organisations syndicales qui sont en train de travailler là-dessus. Il y a cette fameuse retrait. Les employés pourront faire valoir leur droit de retrait s'ils considèrent que l'entreprise n'a pas mis ce qu'il fallait en place pour garantir leur sécurité. Et ça, c'est déjà un souci aujourd'hui. Et à mon avis, ça va toucher même des moyennes entreprises. Aujourd'hui, c'est les grandes entreprises qui sont impactées par ça, mais je pense que ça va toucher même des PME et ETI. Déjà, quand on a préparé la conférence, Hervé nous disait que certains personnels déjà sont dans la crainte de revenir dans l'entreprise, ont peur, sont stressés, etc. Donc, ils disaient que c'est mieux de les encourager à rester chez eux pour ne pas qu'en plus ils soient en arrêt maladie ou etc. hier. Là, j'ai une question concernant le sport, justement. Deux questions autour du sport. Quelle place pour un rameur à domicile? On est logé petit à Paris. Quid des distances de sécurité avec 10 rameurs dans 40 mètres carrés? Alors, tu peux remettre la slide où on voit les rameurs, Hélène? Voilà, donc vous voyez le rameur qui, quand il est déplié, il prend un peu de place. Par contre, vous avez, au niveau du rangement, sur la petite photo en bas à gauche, ça se range dans un placard.
Ça prend vraiment très peu de place. Alors, évidemment, pendant la période de déconfinement, on ne va pas mettre 10 rameurs dans 40 mètres carrés. Mais parce que là, on est dans une période avec un virus. Mais autrement, avant le virus, il suffisait d'avoir une salle de 40 mètres carrés pour pouvoir faire un groupe de 10. Parce que ça paraît gros comme ça, mais ça se range très bien et ça peut même se mettre vertical sur le mur. On n'a même pas besoin de le plier comme il est montré sur la photo. Est-ce que j'ai répondu? Oui, absolument. Oui. Et l'autre question, ah bah c'est bon. C'est bon. Bah écoutez, je ne sais pas où est Hervé. S'il n'y a plus de questions, voilà, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette conférence. J'espère que ça vous a intéressé, qu'on a pu répondre à l'ensemble de vos préoccupations et que ces témoignages voilà, vous ont bien éclairé. Je ne sais pas si Olivier Blandin qui est le président du club des experts et indépendants, qui est en ligne, qui est là, s'il veut dire un petit mot. Et sinon, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Ça nous a fait très, très plaisir. Je vous remercie Hélène, beaucoup. Hélène, on peut peut-être dire une chose, c'est que vous pouvez toujours, moi, mon mail, vous pourrez récupérer mon email, vous pouvez toujours nous envoyer des questions parce que la réflexion qu'on a aujourd'hui dans HEC, moi je l'ai depuis 2015 dans Télécom Paris Tech Santé. Et donc, on suit toutes ces problématiques réglementaires. Bon, en particulier, on est très content d'avoir fait pression sur le ministère de la Santé pour mettre la téléconsultation en place. Et c'était arrivé comme ça. Les gens ne l'attendaient pas, mais parce qu'on avait travaillé au mois de juin, au mois de juin 2018 et au mois de septembre, ils ont mis la téléconsultation en place. Et ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils peuvent être contents d'avoir la téléconsultation parce que ça a sauvé les hôpitaux. Hein. C'est la médecine de ville qui a sauvé les hôpitaux. Donc, si vous avez des questions, ben vous pouvez toujours me les envoyer. Et avec notre groupe de réflexion, on essaiera d'y répondre. Et je passe la parole à Olivier. Moi, je tiens à remercier surtout Alain, Marie-Josée, Hélène pour l'organisation de cette conférence qui était très, 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 très large et qui a bien couvert le sujet. Ce sujet de prévention, de reprise de l'activité est un sujet qui est à traiter aujourd'hui. Et je dirais Alain a fait un très très bon boulot pour ça. Ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre d'HEC et surtout de notre club, on a fait beaucoup de manifestations. Je dirais, on a vocation à traiter l'ensemble des sujets que peuvent se poser les entrepreneurs ou les indépendants. Et en particulier, on va mettre en place des conférences en droit social et en droit aussi sur les aspects entreprises en difficulté, avec des sessions de questions-réponses avec des avocats sur tous les sujets que vous pourriez vous poser. Donc n'hésitez pas à regarder, je dirais, ce qui passe sur les réseaux sociaux ou dans l'annuaire sur les manifestations. On aura des webinaires encore toute la semaine sur ce sujet-là. En tout cas, moi, je tiens à remercier à la fois les intervenants, les orateurs, Éric Vialatou, parce que c'est vraiment notre opérateur. C'est grâce à lui qu'on peut faire ce genre de manifestation. Chaque jour est t'inquiète pas. Très tard le soir aussi, donc bravo pour lui. Et puis surtout, merci de vous être mobilisé, Alain, merci de la clarté. Et si ça peut aider les gens à reprendre beaucoup mieux l'activité et réduire le risque pour le chef d'entreprise, je dirais on aura atteint cet objectif. Alain, est-ce que tu as mis tes coordonnées? Voilà, toutes les coordonnées sont là. N'hésitez pas à reprendre contact avec Alain Tassi de Virtual Care, Hélène Wadbeau aussi, Marie-Josée. Je dirais ils pourront répondre vraiment avec précision à toutes vos questions. En tout cas, merci beaucoup et on va pouvoir rendre la main et fermer la session. Et merci beaucoup, Eric, aussi, parce que c'est oublié. Hein. Olivier, ça n'a pas été sympa. Hein. Mais merci pour tout, parce que sans toi, rien n'est possible. C'est à moi que tu parles? Non, Eric. Eric surtout, Eric. Non, Olivier, arrêtez. Non, mais Olivier, il y a un truc que tu n'as pas dit, c'est qu'on réfléchit à organiser une conférence en septembre-octobre sur justement la médecine du travail, puisqu'il y a une loi qui est en train de se préparer sur la médecine du travail et que ça peut toucher pas mal de gens. Donc, dans le cadre du club, là, on est en train de réfléchir à organiser cette conférence. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet, ils sont les bienvenus. Voilà.
Eh Bon, bah, ben, écoutez, merci à tous en tout cas. C'était une belle matinée, c'était un sujet très intéressant. Et bah, voilà, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, on est à votre disposition. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Marie-Josée, merci Alain, merci Hervé qui n'est plus là. ouais, Merci Eric, merci à tous les participants, merci Olivier et très belle journée à tous. Bonne merci journée. Hélène. Au Bonne revoir. journée. Au Au revoir. revoir. Voilà.